septembre 2021. Merci d'être nombreux à regarder cette émission. Merci de votre fidélité. Vous le savez, l'émission va revenir sur quelques faits marquants de l'actualité de la semaine, tels que traités par la rédaction de STV. Ces faits seront analysés et commentés par l'invité de ce dimanche. Puisqu'on parle de l'invité, c'est une personnalité bien connue sur l'espace public et médiatique. Maître Hippolyte Méli est avocat au barreau du Cameroun, non moins coordonnateur du collectif dit Sylvain Sop. Il s'agit des avocats constitués pour défendre un certain nombre de militants, notamment ceux interpellés dans le cadre des marches du 26 septembre 2019, les marches du MRC. Cette semaine, donc, ils ont décidé de déposer les robes pour un certain nombre de raisons. Avec lui, on reviendra largement sur cette question-là, mais on parlera d'autres sujets qui ont marqué, je l'ai dit, l'actualité. Il y a eu cette décision du tribunal à Kumba qui a décidé de condamner et même de placer à mort un certain nombre de personnes séparatistes impliquées dans les massacres d'une école dans la région du sud-ouest. Le tribunal a donné 10 jours pour leur exécution sur la place publique. Le ministre Paul Atanadi est également monté au créneau cette semaine dans le cadre d'une conférence de presse. Le MINAT interpelle les uns et les autres quant à l'égard qu'on devrait avoir vis-à-vis des forces de maintien de l'ordre. On le sait depuis plusieurs jours déjà, les forces de sécurité et défense ou bien les forces de maintien de l'ordre font face à un certain nombre d'incivilités, des agressions dans les rues du Cameroun. Autre conférence de presse, celle-là du côté de la Fédération camerounaise de football sous fond de nationalité ou de binationalité. Des précisions ont également été données cette semaine avec la commission électorale mise sur pied. On reviendra entre autres sur l'affaire dite Lingom Mirabel, de regretter mémoire paix à son âme, cette jeune dame qui s'en est allée il y a quelques jours après un certain nombre de faits observés dans la presse. Bref, ce sujet on en parlera. Bonsoir, maître Hippolyte Méli. Bonsoir, monsieur Dipita Tongo. Je dis bonsoir à tous ceux qui souffrent dans les prisons centrales de Yaoundé, prison principale de Yaoundé, prison de New-Bel et prison de Bafoussam. J'allais oublier la prison d'Info. Je dis bonsoir à tous vos téléspectateurs et je dirais aussi bonsoir à tous ceux qui se rebellent contre les injustices. Merci infiniment d'être des nôtres. Je précise que vous êtes parti de Yaoundé, vous avez fait un agréable voyage. Excellent voyage. Alors, vous avez cité un certain nombre de militants d'entrée, puisque ça va faire partie de la grande majorité de l'émission. Quel est l'état d'esprit, peut-être aussi l'état de santé? Désormais, sont 124 sur les 524 personnes qui avaient été interpellées dans le cadre de cette manifestation-là. Ces messieurs, ces dames, militants ou sympathisants du MRC, aujourd'hui, quel est leur moral? L'état de leur morale, si vous voulez bien. Je dois dire que j'ai fait le tour les semaines dernières dans les prisons. Il y a les équipes du collectif qui se sont appréhendées de la situation de chacun des 124. Et je pense qu'ils ont le moral haut. Je peux dire que celui qui a subi des tortures il y a d'un an et qui a été sous traitement pendant tout le long de son incarcération et qui retrouve la santé, je pense à Kopoa Denvou qui a été matraqué à son cerveau où il a perdu des équilibres. Je crois qu'aujourd'hui, avec les soins qui lui ont été administrés, il retrouve déjà la santé. Alors, ça c'est du point de vue état psychologique. Maintenant, du point de vue procès, ces 124 sont suffisamment sensibilisés et ont vécu eux-mêmes ce qui s'est passé devant les tribunaux en ce qui le concerne. Ils sont à mesure de dire ce qui s'est passé dans les unités de police et de gendarmerie, ce qu'ils y ont subi. Et nous avons indiqué dans notre rapport que le déferment au tribunal militaire 30 jours, voire 40 jours après de certains a été un soulagement. Ce qui veut dire
on peut imaginer quel était ce qu'ils subissaient, n'est-ce pas, lorsqu'ils étaient encore gardés dans les unités de police. Donc, ils sont actuellement dans des prisons. Avec ce que nous avons vécu ensemble devant les tribunaux, ils ont un état d'esprit qu'ils nous communiquent et qui est lequel ils ont le sentiment de subir des injustices et ils n'en peuvent plus. D'accord. Alors, cette semaine, vous avez donc pris une décision. Peut-on la résumer de votre voix en direct cette fois-là? La décision a été lourde. D'accord. Et très délicate à prendre. Je dois dire à tous ceux qui nous écoutent que ça se discutait au sein du collectif depuis le mois de janvier. Le fait qu'on doit quitter cette injustice qui n'en est pas une. Nous, étant coordonnateurs, il fallait que je prenne des éléments pour vérifier si la température de ce qui se passait au niveau de la soixantaine d'avocats était vérifiée. Au mois d'août, lorsque nous sommes allés à Ekounou, pour le cas de M. Djumé Xavier, qui avait été arrêté tout simplement parce qu'il portait une pancarte sur laquelle il avait inscrit où sont les 500 sociétés que Ahidjo avait laissées et qui a été appréhendé avant la marche, lorsqu'il a eu écopé 10 mois d'emprisonnement ferme, dernièrement au mois d'août. Malgré le fait qu'il avait déjà purgé sa peine, il est sorti. Nous avons compris que devant notre institution judiciaire, il était difficile d'obtenir la justice. Le dernier cas, c'est celui qui est toujours intervenu au mois d'août et qui a permis que nous arrêtions toutes nos conclusions. C'est la décision rendue le 31 août par la Cour d'appel, par le vice-président de la Cour d'appel du centre, M. Tankoua Gabriel Pascal, qui faisait l'objet de 27 actes de récusation. Imaginez-vous que des gens arrivent à l'audience, ils disent au juge, je ne veux pas que tu juges mon affaire. Je ne veux pas que tu connaisses de mon affaire. Parce que tu t'es déjà prononcé hier sur un aspect de mon affaire. Je veux qu'on confie mon sort à quelqu'un d'autre. Il le dit en pleine audience. Et le lendemain, malgré cela, c'est-à-dire le juge met l'affaire en délibéré, il avait renvoyé. Le lendemain, l'intéressé acte. C'est dit par un acte de récusation. Et que malgré ça, ce juge qui s'est accroché comme le chien s'accroche sur un os, comme je le dis, rende la décision. Nous avons compris à partir de ces derniers éléments qui allaient jusqu'au 31 août 2021 qu'on approchait la forfaiture. Et que si la défense que nous incarnons ne faisons rien, si nous ne faisons rien, à ce moment-là, le sort de tout individu dans la société serait scellé. D'accord. Voilà. Alors, vous dites que vous êtes une vingtaine d'avocats. Ça veut dire une soixantaine ouais. qui est engagée évidemment dans les villes que vous avez citées, dans les régions du pays que vous avez énumérées tout à l'heure. Donc, il n'y a pas eu unanimité sur la décision. Je ne sais pas ce que je dis. Il y a eu unanimité. D'accord. Il y a une unanimité. Je dis depuis janvier, ça se discutait. D'accord. Moi, j'étais même minoritaire puisque je n'étais pas pour. Moi, je travaille avec la mentalité du chirurgien. Et je dis, lorsqu'il est encore possible de faire quelque chose, il faut faire. Mais au 31 août, les minorités qui existaient dans le collectif ont rejoint le camp de la majorité. Et alors, la décision a été unanime. Bon, une image pour comprendre exactement. Contez-nous un peu une journée au tribunal. Comment ça se passe entre peut-être l'arrivée des avocats, la sortie des prisonniers de la prison? Comment ça se passe, le déroulé, les audiences, qui attend? Est-ce que ça se fait aussitôt, spontanément, les avocats, les magistrats? Faites-nous un peu un schéma pour qu'on essaie de comprendre. Je parlerai plus de ces dossiers-là, plus des dossiers concernant les 124 que d'autres dossiers, parce que dans d'autres affaires, le climat n'est pas le même. Ah, d'autres dossiers, toujours liés à... Non, non.
c'est-à-dire des affaires judiciaires qui sont traitées en dehors des cas des marches du 22 septembre. Oui, en fait, c'est même ça le sens de la question. Voilà. Donc, je me réserverai uniquement à dire ce qui se passe en ce qui concerne les procès, n'est-ce pas, de ceux qui sont désormais les 124 incarcérés. D'accord. Lorsqu'on émet un mandat d'extraction la veille pour les conduire de force au tribunal, nous ne sommes pas... Conduit de force, c'est-à-dire ils sont pas... C'est ce que la loi dit. Ah, d'accord. Le mandat d'extraction veut dire qu'il doit être escorté D'accord. de la prison vers le tribunal. C'est ce que veut dire mandat d'extraction. Okay. C'est-à-dire c'est un ordre que le juge intime à l'administration pénitentiaire de conduire devant lui, n'est-ce pas, une personne incarcérée. D'accord. Je précise que la personne qui est incarcérée est entre les mains de l'État, entre les mains de la justice. Donc c'est pourquoi le juge qui sait que l'audience est demain, la veille, émet un mandat d'extraction qui doit être exécuté. Le plus souvent dans ces cas, le mandat d'extraction quitte le palais de justice et arrive à la prison le matin. Donc, ils sont appelés le matin, ils ne sont pas prévenus la veille qu'il y aura par exemple audience. Et pendant ce temps, ça traîne. Les avocats qui arrivent à 7h30 ou à 8h attendent. Il arrive que le mandat d'extraction arrive par exemple à 13h. C'est-à-dire tout le monde déjà fatigué et autres. Et l'ambiance de ce dossier, c'est ce qui dérange davantage la défense. C'est qu'il y a une restriction illégale des règles de publicité d'audience. Parce que nous arrivons au palais le matin, nous trouvons l'encerclement du palais de justice par les forces de l'ordre. Il y a des éléments armés en uniforme de police ou de gendarmerie. Il y a des éléments armés en civil et le public n'est pas autorisé à accéder dans l'enceinte de justice. Et pour nous, avocats, ça nous fait des pertes. Parce que l'avocat vit de ça, de sa plaidoirie. Lorsque nous allons plaider, lorsque l'avocat va plaider sans public, à partir de quel moment il doit donc recueillir la clientèle? Notre métier se vend à partir de nos prestations publiques. Donc, on se retrouve dans une salle d'audience où il y a des éléments armés, le public est restreint, même les familles des détenus qui devraient suivre ce qui se passe en ce qui concerne leurs proches, ils ne sont pas informés de ce qui se passe. Et du coup, ça crée un stress, non seulement individuel de la personne qui est jugée, mais au niveau de la défense, nous pensons qu'il y a déjà là une provocation du déséquilibre des armes. Alors, cela dit, que signifie, pour nous autres profanes qui ne comprenions pas forcément, que signifie défense de rupture? Je ne sais pas si c'est un terme juridique ou alors si c'est une stratégie, je ne sais pas, pour les téléspectateurs. Est-ce qu'on peut mieux comprendre ce que cela veut dire? Oui, c'est une technique professionnelle. Dans le droit professionnel, c'est-à-dire de l'avocat, soit l'avocat fait la défense de connivence, il accompagne le système juridique tel qu'il l'est, sans se poser des questions, et utilise les armes que ce système met à sa disposition, n'est-ce pas, pour aboutir à une décision judiciaire. Ça, c'est le premier cas, ce que nous appelons dans le jargon professionnel la défense de connivence. Le second cas, c'est la défense de rupture. La défense de rupture, dans les cas classiques, donc ce qu'on a l'habitude d'observer, c'est que l'avocat reste constitué dans l'affaire, arrive au tribunal, manifeste son mécontentement, soit il refuse de plaider, soit il s'abstient d'accompagner le système, mais en restant dans la procédure. Alors, le cas qui nous concerne, nous avons adopté ce qu'on appelle la position de rupture. C'est-à-dire, c'est la défense de rupture un peu plus poussée. Nous dénonçons, c'est-à-dire, nous adoptons une position de rupture parce que nous estimons que ça ne vaut même pas la peine de rester constitué dans la procédure pour accompagner le juge dans le rendu de ce qu'ils vont appeler décision de justice.
lorsque on adopte une position de rupture, en réalité, c'est un signal qui questionne. C'est un signal qui nous permet de questionner le fonctionnement du système judiciaire. Donc, nous restons avocats dans notre position de rupture. Notre serment d'avocat nous oblige à être républicains, c'est-à-dire guidés par la loi, la probité et autres. Alors, on se trouve dans une situation comme celle de 124 où nous sommes déjà convaincus que nos clients vont à l'échafaud. Or, il n'est pas du rôle de l'avocat de conduire son client à l'échafaud. Si l'avocat conduit son client, est autorisé à conduire son client à l'échafaud parce qu'on le pousse à ce système, ça voudrait dire qu'on peut autoriser le médecin à procéder à des euthanasies. Or, le médecin n'est pas autorisé à faire des euthanasies. Donc, position de rupture, c'est une réaction professionnelle face à un système qui dysfonctionne. Voyez-vous? Y a-t-il pas un risque de voir cela comme étant un abandon de ses clients? Je veux dire que, est-ce qu'en face, le tribunal ne peut pas considérer qu'effectivement, plus que ces militants n'ont plus d'avocats du fait de cet abandon, on peut leur constituer d'office d'autres avocats? Ce cas de figure peut-il être envisagé? Le système le permet, le système judiciaire le permet. Mais si le client écrit pour dire au tribunal qu'on lui a affecté un avocat incompétent, on leur affectera un autre, et ainsi de suite. Alors, je vous suggère de prendre la première pause de cette émission, puisqu'il y a des reportages. D'ailleurs, nos reporters, nos confrères, collègues de Yaoundé étaient à la conférence de presse, et je suggère qu'on essaie d'en avoir le résumé dans ce reportage de Mireille Siabzi. Pour assurer la défense des intérêts des personnes arrêtées à la suite des manifestations du 22 septembre 2020 au Cameroun, des avocats regroupés autour du collectif Sylvain Swap ont été mobilisés. Un an plus tard, ces avocats qui défendent gratuitement les prisonniers politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont déposé leur robe. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 9 septembre 2021 à Yaoundé, ils marquent clairement leur refus de s'associer à l'arbitraire et à l'illégalité qui se concrétise en ces faits. L'impossible accès à une justice équitable rendue par un tribunal impartial et indépendant pour les 124 manifestants encore incarcérés à Bafoussam, Douala, Fou, Yaoundé, et ceux dont les recours sont pendants en attente d'examen en second degré. Il en est de même pour ceux qui ont exercé des recours encore pendant devant les juridictions administratives. C'est la raison pour laquelle le collectif Sylvain Swap prend la lourde et délicate décision de son retrait des procédures en cours. L'autre raison qui justifie son retrait est la suivante. En plus de l'absence d'indépendance et d'équité, il s'y a ajouté la négation du serment du magistrat, notamment le refus systématique et manifeste d'appliquer la loi. Toute chose contraire à la déontologie judiciaire et au principe d'une justice conforme aux droits de l'homme. Ne pouvant plus continuer à fournir des prestations d'avocat dans des conditions qui vont à l'encontre de notre serment d'avocat, nous prenons la décision de notre retrait des procédures en cours qui concernent les 124 prisonniers des marches pacifiques du 22 septembre 2020. Le collectif d'avocats invite le MRC, ses alliés, ses sympathisants ainsi que l'opinion publique nationale et internationale de le comprendre et de lui en donner acte. La réaction de Maurice Kamto ne s'est pas fait attendre. D'emblée, le président du MRC relève qu'il s'agit d'un moment particulier, d'une gravité dont il espère que chacun, notamment les pouvoirs publics, mesure la profondeur dans l'histoire judiciaire du Cameroun. Qu'un collectif d'environ 60 avocats décide de se retirer des procédures où il était engagé pour exercer son métier, qui est de défendre des citoyens en prise avec la justice, est un acte suffisamment rare et lourd de sens pour que nous le soulignions.
Maurice Kamto a saisi cette occasion pour dire au collectif Sylvain Swap les remerciements chaleureux du MRC pour son abnégation, sa disponibilité et ses compétences dans la défense des amis du MRC qui de fait sont devenus aujourd'hui des otages politiques au Cameroun. Otages politiques au Cameroun, je voudrais dire également, cette position de rupture que vous avez adoptée, est-elle conforme à la loi? Je veux dire que ne serait-elle pas opposable aux avocats que vous êtes? Par qui? Par notre client? Peut-être. Je dois vous dire, la décision s'est construite de manière consensuelle. Okay. L'avocat, dans l'exercice de son métier, ou le contrat qu'il lie l'avocat à son client, contient une clause, toujours jugée même non écrite, c'est-à-dire celle de la résiliation unilatérale, sans qu'on ait à énoncer les motifs. Parce que la confiance, c'est un contrat de confiance. Donc, mais ce cas, il ne s'agit pas d'un retrait unilatéral. D'accord. Il s'agit d'une décision consensuellement construite, où nous sommes face à des difficultés, nous allons évaluer avec nos clients. Et c'est pourquoi il y a eu un message à la suite de notre rapport dans lequel ils disent clairement que eux, ils ne vont plus déférer devant cette justice. Voyez-vous, M. Tongo Dipita, vous voulez livrer un match de football. Vous commencez le match parce que vous estimez que l'arbitre va contrôler le fair play. En cours de match, vous constatez que l'arbitre porte à l'intérieur le maillot de l'équipe adverse. Alors, et qu'il est prêt à empêcher que vous marquiez des buts, ou bien il est prêt à tirer dans votre camp. À ce moment-là, est-ce que le match a encore du sens? Le match n'a plus de sens. Vous direz, comme le bâtonnier Charles Tchungang, de l'impossible justice au Cameroun. J'ai emprunté ce thème de son... Vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en pensez? Ça rejoint un peu... L'impossible justice questionne la séparation des pouvoirs. D'accord. La séparation des pouvoirs au Cameroun est constitutionnelle. C'est inscrit au sein de la Constitution. Mais elle ne doit pas demeurer inscrite au sein de la Constitution. Elle doit s'exprimer, c'est-à-dire cette séparation de pouvoir doit s'exprimer dans la réalité. Parce que la justice ne doit pas être seulement regardée comme avoir été rendue, mais elle doit être ressentie par le public comme étant l'expression de la justice. Au-delà de ça, il n'y a que des mots dans la Constitution. Voyez-vous, on est dans un pays où lorsque, pour ces affaires, quelqu'un tient le dossier MRC, Maurice Kamto, ça commence depuis les enquêtes. Qu'est-ce que nous avons constaté à partir des enquêtes? Les questions sont dictées. L'officier de police judiciaire qui auditionne notre client en notre présence a une liste de questions dictées. Et comme nous sommes autorisés à relire le procès verbal, avant la signature, il arrive que la question est venue avec des fautes. Maître Méli, à des moments, a dit non, il faut que la question s'il y a des fautes. Le commissaire me dit, Maître Méli, je n'ai pas le droit de corriger ma hiérarchie. Or, pour les événements du 22 septembre, il y a eu dans ce pays une commission mixte qui a été instaurée par le DGSN et le CED. Commission mixte qui mélange les officiers de police judiciaire ordinaires avec les officiers de police judiciaire militaire dans une mixture qui doit diriger les enquêtes. Et ça se passe comme je l'ai indiqué. Déjà, comme tout est dicté à partir des enquêtes, tout est dicté au niveau des jugements. Et je dois vous confier qu'il y a des juges qui, après avoir rendu des décisions, ont de la peine à rédiger la décision. Vous comprenez que ça n'émane pas d'eux. D'accord. DGSN pour la gouverne de nos téléspectateurs, délégation générale de la Sécurité nationale, c'est secrétariat d'État à la Défense. Mais on sait quand même qu'il y a environ 400 militants qui ont été libérés. Vous direz que c'était également sous le label de cette justice, comme vous dites, manipulée?
Ou alors, y a-t-il eu d'autres mobiles, d'autres motivations? Nous avons répertorié au 23 septembre 593 personnes. Ok. Au 6 octobre, nous avons identifié 556. D'accord. Et figurez-vous qu'après le 6 octobre, il y a eu d'autres arrestations. Il y a eu des arrestations le 22 octobre, le 3 novembre et le 21 novembre. Donc, le stock diminuait et accroissait au fur et à mesure. Il y a un fait qui est intervenu le 28 octobre que nous signalons dans notre rapport. Toutes les personnes gardées à vue administrativement à Yaoundé, au nombre de 77, de 77, sous une garde à vue administrative décidée par un gouverneur par un préfet qui serait décédé, on ne nous a pas permis d'accéder à cet acte. Et le 28 octobre, nous ne savons pas sur quelle base, on a libéré 28. Militaire qui a été désigné le 30 octobre. Nous avons fait devant lui la même demande. C'est resté lettre morte. Vous voulez que la défense pense à quoi? Lorsque sur un arrêté de garde à vue administrative, il y a 77 noms, qu'en cours de route, 28 disparaissent, sans qu'on ne sache pourquoi. Les causes ne sont pas révélées. Vous ne voulez pas que nous pensions qu'ils ont fait comme on fait au Cameroun? Ils ont certainement fait comme on fait au Cameroun. Bon, ça s'est décanté comme cela, au fur et à mesure, au point où la liste que nous établissons au mois de décembre est condamnée et ils ont purgé leur peine. D'accord. Je vous suggère de prendre peut-être le deuxième stop de cette émission. Je l'ai dit à l'entrée, du côté de Koumba, 4 séparatistes ont été condamnés à la peine capitale, d'ailleurs avec injonction de leur mise à mort sur la place publique. Ce sont ceux qui sont concernés par des massacres qui ont eu lieu dans une école dans la région du Sud-Ouest. Le résumé. Justice will soon prevail as 4 persons accused of insurrection, terrorism, and primarily connected to the Kumba massacre have been found guilty. Yemeli Longsi Gilda, Conte Patrick, Angu Emmanuel, and Elangwe Kelvin are accused to be the prime perpetrators of the Mother Francisca Secondary School massacre in a Form 1 class barely 1 month into the 2020-2021 academic year. The incident attracted worldwide attention as parents questioned the safety of their children while going to school. 10 a.m., 10th of October 2020 was the day 7 students unfortunately met their demise while seeking knowledge to map out a bright future for themselves. The Anglophone crisis has, however, created a breeding ground for vulnerable people like women and children who are caught in the crossfire. The accused are also charged with murder and illegal possession of firearms and ammunition. They have been given 10 days from the 7th of September to appeal the decision, as it will be final, as death by firing squad will be their sentence. Though death sentence has been abolished in Cameroon since 1987, the days ahead are pregnant with answers. Vous aurez un mot, un commentaire juste en passant avant de revenir sur la question, Maître Méli, sur ces condamnations de ces séparatistes-là. Monsieur Dipita Tongo, je dois vous confesser que je suis l'un des avocats contre la peine de mort. Absolument. Parce que le droit de punir de l'État ne doit pas comprendre nécessairement le droit de supprimer la vie. Voyez-vous, lorsqu'on se réfère même au récit biblique qui inspire beaucoup de systèmes juridiques, lorsque Caïn tue son frère Abel, Dieu ne prononce pas la peine de mort. Dieu prononce des lendemains durs à ceux qui vont toucher
à Caïn. Ça devrait inspirer nos États. Je regrette que la peine capitale reste encore en vigueur dans notre pays et que des procédures soient conduites et que des juges prononcent la peine de mort malgré ce qu'on appelle présomption d'innocence. Je le dis parce que j'ai lu le compte rendu de l'association de Maître Congo Arbor, Mbala, sur les sentences qui ont été rendues. Moi, je pense qu'il faudrait que, avant le prononcé de telles peines lourdes, de telles peines extrêmes, que les juges soient suffisamment mesurés. C'est ce que je peux dire comme commentaire pour ça. D'accord. Alors, comment se considèrent les détenus du MRC et sympathisants? Sont-ils des martyrs? Sont-ils des prisonniers politiques? Que pensent-ils? Qu'est-ce qui les motive de mener peut-être, de continuer à épouser la cause, telle que la position qui a été prise? Comment se considèrent-ils, pour revenir à la question? Le procès de Jésus était-il politique? Pour moi, oui. Qu'est-ce que les juges du procès de Jésus ont fait? Le juge Pilate, il a fait plus que ce que nos juges en font, parce qu'il a écouté sa conscience. Lorsque les juges n'écoutent plus leur conscience, vous pensez que qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ces prisonniers qui le savent, parce que nous avons engagé 279 procédures d'habeas corpus, au cours desquelles nous avons fait des démonstrations qui devaient aboutir à ce que le juge d'habeas corpus, qui est le juge des libertés et qui est le juge de contrôle ou de régulation de l'exercice des pouvoirs, puisse prendre position. De quoi ont-ils peur? De quoi ont-ils peur? Pourquoi ils abandonnent ce que la loi dit et font autre chose? Ces prisonniers sont suffisamment conscients qu'ils ne font pas face à des juges. Et ils le disent. Si vous prenez par exemple le dernier acte de récusation qu'ils ont signé, que ce soit la récusation du juge d'instruction militaire Joël Abel Bias, qui les a mis en détention depuis novembre et n'a jusqu'à aujourd'hui posé aucun moindre acte d'instruction en dehors de proroger, n'est-ce pas, la durée de détention. C'est tout ce qu'il a fait. Nous n'avons reçu aucun avis d'interrogatoire pour les 48 personnes. Il a un stock de 48 dossiers. On n'a rien reçu depuis septembre. Vous pensez qu'ils aient quel sentiment? Quel est le sentiment qu'ils peuvent nourrir? Ils ne font plus confiance à leurs juges. Ils ne font plus confiance au système judiciaire. Et nous, les avocats, nous ne faisons plus confiance. Ils ont même dit dans leur message que désormais leur sort est renvoyé au peuple camerounais au nom duquel la décision est rendue. Et ça, c'est une autre dimension, de la contestation que je leur laisserai de développer parce qu'ils sont suffisamment outillés pour ça. D'ailleurs, dans tous les cas, en face, je veux dire les pouvoirs publics, le MINAT, ministère de l'administration territoriale, donc gouverneur et préfet qui interdisent souvent les manifestations. Et ils vous répondent que là, il s'agit des actes de provocation, manifestations interdites, vous y allez, des actes à la limite de défiance ou même de la résistance. Que dites-vous à cette position-là? S'adressant aux avocats? Aux manifestants, ce sont vos clients. Oui, ils exercent les pouvoirs publics. D'accord. Mais le ministre de l'administration territoriale n'a rien à voir avec le barreau. Moi, j'exerce mon métier. Je suis soumis dans mes actes professionnels au contrôle de mon conseil de l'ordre, à qui je rends permanemment compte. Lorsque je suis humilié au 7, parce qu'il faut me fouiller, il y a une dame, lieutenant Mbala Salomé, qui porte les gants à côté des gendarmes armés, veut me fouiller jusqu'aux parties intimes. Je dis non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dit dans ce cas, nous avons reçu les ordres que vous n'allez pas recevoir, vous n'allez pas rendre visite à votre client. Je dis, je préfère. Je quitte, je ne vais pas rendre compte au bâtonnier. Le bâtonnier a fait une descente
Et on l'a conduit, c'est à l'occasion que nous avons constaté que l'absence des parloirs, parce qu'il faut le dire, le service central de recherche judiciaire a été érigé par un arrêté ministériel comme en prison secondaire. Et dans cette prison secondaire, il n'y a pas les parloirs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit réservé, il n'y a pas un couloir professionnel pour les avocats. Un couloir professionnel qui permet que l'avocat qui est en visite professionnelle puisse avoir un entretien confidentiel avec son client. Vous pensez, M. Dipita, que c'est quelle justice lorsque l'avocat doit s'entretenir avec son client en présence des hommes armés? C'est quelle justice? Vous qualifiez ça de quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Et nous disons que le barreau ne doit pas accepter ça. Moi, en tant qu'avocat, je n'accepte pas ça. Parce que je connais les règles professionnelles. Bon, monsieur le ministre de l'administration territoriale, tout ce qu'il peut faire, c'est de prendre des dispositions au parti de son gouvernement pour que ce couloir des avocats puisse exister dans les prisons centrales, les prisons principales et les prisons secondaires. J'apprends même qu'il y a des budgets pour ça. Il y a des budgets de droits de l'homme, triennal. Le ministère de la Justice s'est vu d'une dotation de près de 597 millions qui en cours de disparition. Et lorsque vous analysez les actes du ministère de la Justice, vous vous rendez compte que la partie droits de l'homme consomme le budget. Il consomme le budget. Mais si on doit consommer ce budget pour parvenir à ça, vous voulez que le barreau ou bien l'avocat continue à faire confiance à son système judiciaire? Je dois vous dire, M. Dipita, que les avocats se débrouillent. Ils encaissent des grandes humiliations, ils encaissent des petites humiliations au quotidien. Mais justement, excusez-moi, comment vous assumez toutes ces charges-là? Qui paye quoi? Je veux dire que vous êtes constitué librement pour défendre ces 500 et plus au départ, aujourd'hui 124. C'est vrai, ce sont des militants du MRC, mais concrètement, d'abord, ça coûte quoi et qui s'en occupe? Je dois vous avouer et remercier les 60 avocats qui nous accompagnent dans cette tâche, parce qu'elle est lourde. Nous avons recensé 526 personnes en octobre sur 29 unités disséminées à travers le territoire. Les dispositions au niveau du MRC qui permettent le déploiement physique des avocats sur le terrain, il faut le louer et il faut l'apprécier. Nous nous sommes constitués pro bono. J'insiste là-dessus. Pro bono veut dire on ne verra jamais une lettre, c'est-à-dire une facture. Non, pas une lettre de constitution, c'est-à-dire une note d'honoraire. Ah, d'accord. La facture. Absolument. En jargon professionnel, nous appelons une note d'honoraire que nous envoyons au MRC ou à chacun des militants que nous avons eu à accompagner tout le long de la procédure. Donc, les soixantaines d'avocats à qui je rends beaucoup hommage se sont dévoués parce qu'ils aiment leur profession. Et c'est un couloir qui existe dans notre profession. Il y a les constitutions amicus curiae. Mais pour ce dossier assez délicat, nous avons fait un regroupement d'avocats pro bono pour accompagner ceux qui exerçaient ce droit constitutionnel. Parce que nous estimions que c'était important dans notre pays, comme accompagner ceux qui exercent un droit professionnel. Le Cameroun de demain sera le Cameroun de ceux qui, sans être d'accord avec l'autre, on ne doit pas réduire l'autre avec lequel on n'est pas d'accord complètement au silence. D'accord. Nos prisonniers 124 ont le sentiment que pour avoir exprimé leurs opinions, ils subissent la répression parce qu'on voudrait les réduire absolument au silence. On veut les envoyer au cimetière. Et nous avons dit, nous avocats, on ne les accompagne pas au cimetière. C'est tout. D'accord. On va prendre le troisième reportage, puisqu'on parle du ministre Paul Tangandji. Il était face à la presse, donc à l'opinion cette semaine. C'est dans le cadre du moins, il a tenu à dénoncer ces attitudes d'entêtement et de défiance permanente vis-à-vis des institutions qui semblent, du moins selon le ministre,
se manifeste à travers des agressions contre les forces de défense et de sécurité ou alors contre des forces de maintien de l'ordre. Suivez ce reportage. En l'espace de 3 semaines, une dizaine d'agents de police ont été violentés par des civils. Les vidéos tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Le phénomène s'intensifie. L'image de la police se dégrade. Les autorités, notamment le ministre de l'administration territoriale et le patron de la police, montent au créneau. Ces comportements irresponsables et méprisants à l'endroit de la police ont atteint des limites inacceptables et ne peuvent plus être tolérés. En cas de mésentente avec un agent de police, Paula Tangandi recommande aux civils de saisir les instances compétentes. Il y a même un numéro vert à cet effet. Et lorsque les récriminations contre un fonctionnaire de police sont avérées, seule la hiérarchie de la police est habilitée à prendre des sanctions contre l'agent incriminé selon le statut du corps et les textes en vigueur. La loi de la jungle n'a pas de place au Cameroun. Parlant de droit, le MINAT rappelle aux citoyens les dispositions des articles 156, 277, 280 du Code pénal qui sanctionnent les bourreaux des fonctionnaires de police. Est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d'une amende de 5 000 à 100 000. Celui qui commet des violences ou voie de fait contre un fonctionnaire. La juridiction peut, dans tous les cas, prononcer des déchéances de l'article 30 si les violences et les voies de fait entraînent non intentionnellement la mort. La peine d'emprisonnement est à vie. Si les violences et les voies de fait sont commises avec l'intention de donner la mort, le coupable est puni de mort. Instruction a été donnée au gouverneur des régions d'appliquer cette loi contre tout individu surpris en train de violenter un agent de police. Tout individu surpris en train d'exercer des violences ou des voies de fait contre un policier dans son travail fera désormais face à la rigueur de la loi. Cela ne servira à rien de tenter de fuir. Une mise en garde pour siffler la fin de la récréation. Mme Mélie, est-ce que vous comprenez ces attitudes des citoyens qui s'en prennent aux forces de défense? Est-ce que vous les condamnez? Est-ce que vous essayez à votre niveau d'interpeller la citoyenneté? Peut-être vous mettez les uns et les autres face à leurs responsabilités, face à cela? Je dois dire, Monsieur Dipita, que l'avocat, tout avocat, de par son serment, est toujours du côté du citoyen dans cette lutte historique qui oppose la société à l'individu. Donc je ne peux répercuter que le regard d'un avocat proche du citoyen qui épouse sa cause. D'ailleurs, on dit que les avocats tous sont de ce côté-là. Lorsque le citoyen est amené à s'exprimer par la violence, cela pose effectivement un problème. Pourquoi en arrive-t-on à ça? Maître Mélie, fondamentalement, condamne toute forme de violence. Je n'accepte pas la violence policière. De même, je n'accepte pas la violence qui s'exerce contre les policiers ou qui s'exercerait contre des personnes qui, à un moment donné, incarnent les institutions. Parce que c'est de ça qu'il est question. Lorsque les violences s'exercent sur des personnes qui, à un moment donné, incarnent les institutions, le regard du juriste que je suis, c'est de me questionner et de me demander pourquoi arrive-t-on à ça. Nous avons, dans notre rapport que nous vous invitons de bien lire et de bien comprendre, analysé le phénomène de l'anomie individuelle et de l'anomie sociale. Qu'est-ce que j'entends par anomie? C'est-à-dire l'individu, à un moment donné, se trouve névrosé. Je ne veux pas justifier les actes de violence qui s'exercent sur les polices, parce que j'ignore d'ailleurs les contextes, mais je dis, lorsque ce phénomène devient répétitif, ça devrait être un signal à ceux qui nous gouvernent, pour qu'ils prennent la mesure des choses et
pose le vrai diagnostic pour administrer le vrai médicament. C'est le conseil que je peux donner. Et ils sont suffisamment outillés, il y a des fonctionnaires suffisamment intellectuellement doués qui peuvent faire ce diagnostic et qui peuvent vous proposer des propositions. D'accord. Alors, vous avez choisi le siège du MRC à Odia, donc le parti dont vous défendez les militants, pour faire la conférence de presse d'annonce de vendredi dernier. Je veux dire, y a-t-il une distance entre l'avocat ou le citoyen ou le politique que vous incarnez? Je veux dire que c'est un choix voulu? C'est une démarche professionnelle. D'accord. C'est une démarche qui est restée professionnelle. Nous avons mené des activités sur la base d'un mandat qui nous a été confié par ce client, qui est une entité juridique politique. Au moment où nous devions rendre compte de notre activité, soit le client venait à notre cabinet pour recevoir son compte rendu, soit nous avions l'obligation de nous déporter, n'est-ce pas, chez lui pour lui remettre son compte rendu. Et lui, il a souhaité que cette remise, à partir de l'instant où nous avons mené des activités qui avaient été publiques, il fallait que nous le fassions devant des témoins. Et il a convié la presse. Tout au long donc de ces plaidoiries, tout au long de la défense que vous avez assumée, avez-vous, comme le MRC par exemple, vous savez, le parti politique a sa position claire dessus, il s'agit des questions politiques, il s'agit des prisonniers politiques. Vous, en tant que professionnel, en tant qu'avocat, je veux dire, était-ce un des aspects, un des arguments de votre défense pour mener vos activités? Avez-vous considéré ces messieurs, ou alors ces messieurs et dames, ces personnes incarcérées, comme étant des prisonniers politiques tout au long de votre travail? Je dois préciser que ni la Cour suprême, la Cour d'appel, les tribunaux, encore moins des juges d'instruction, ne sont des juges politiques. D'accord. Mais nous avons constaté, au cours d'un an d'activité, augmenté à des observations que nous avions répertoriées depuis 2019, que les juges se comportaient comme des juges politiques. C'est-à-dire? Voilà. C'est-à-dire, les règles, les normes du procès équitables étaient mises de côté. Lorsqu'on attirait l'attention du juge sur un texte qui appelait des analyses approfondies, il écoutait le fusil qui était placé derrière son cou et faisait la volonté du fusil, au lieu de faire la volonté de la loi. C'est ce que nous avons eu à observer. Et c'est pour ça que nous soutenons que nous, notre ministère ne s'exerce pas devant des juridictions politiques. Parce que nous ne savons pas là où se trouvent ces juridictions politiques. Ce sont des juges invisibles. Ce sont des juges invisibles. Mais nous faisons face à la réalité. Le juge qui est conçu par la Constitution de 1996 n'est pas un juge invisible. Les juridictions qui sont établies par la loi, par cette Constitution de 1993, ne sont pas des juges invisibles. Nous voulons voir des juges invisibles qui incarnent l'indépendance, n'est-ce pas, et l'impartialité, et qui conduisent des procès suivant des normes. Nous ne l'avons pas trouvé. Est-ce que nous allions dire, en 3 ans d'expérience, que nous n'avons rien compris? Non. Nous avons dit que nous n'allons pas laisser dire ça de nous. Le procès devient politique, qu'on les conduise devant les juges politiques. D'accord. Parlons tout à fait d'autre chose, même si on va revenir sur le fil, sur la trame de l'émission avec l'invité tout à l'heure. Vous avez certainement entendu parler de cette jeune dame, Mirabel Lingom, de regrettée mémoire. Nous vous écrasons les larmes, évidemment, à la suite de son décès. Cette affaire qui a évidemment tenu en haleine l'opinion qui tient en haleine d'opinion depuis quelques semaines, la jeune dame s'en est donc allée. Et nous avons rencontré l'un des avocats qui revient sur ces faits, une forme de chronologie de faits, et qui sait peut-être des conséquences. Suivez Maître Fabien Kenyé dans ce reportage de Léla Rengaze.
On va peut-être parler de... C'est l'aboutissement d'une procédure qui a commencé en 2019 et qui est mise sur pied dans le cadre de la lutte contre le terrorisme face à la... On va certainement prendre d'abord l'affaire Mirabel Lingom, de regretter mémoire, cette jeune dame qui a perdu la vie cette semaine. Et c'est en matière pénale, voilà. La mort de la victime n'éteint pas l'action publique. Tout simplement, c'est aussi clair comme l'eau de roche. Donc la procédure peut être continuée. Naturellement, ses intérêts, aujourd'hui, appartiendront à sa famille. Puis du moment où elle est morte, le contrat qu'elle avait avec moi se rompt. N'est-ce pas? Se rompt. C'est son grand frère qui avait été avec nous qui décidera de la suite de la procédure ou pas. Il est donc possible que le décès de Mirabel Christelle Lingom n'arrête pas la machine judiciaire, enclenchée après la diffusion sur les réseaux sociaux, mi-juin, d'une vidéo classée adulte. Cette dernière avait en effet intenté une action judiciaire après que certaines personnes aient associé son nom et son image au contenu de la dite vidéo. Il s'agit en fait à l'origine d'une vidéo que le journaliste, votre confrère Paul Chouta, a tournée avec la mère de sa fille, qui a été récupérée par qui on le sait et envoyée dans la toile. Donc le 16 juin précisément, d'après ce qui est apparu dans le dossier, elle a un ex-copain, Bapes, qui lui envoie cette vidéo à la défunte. Et elle lui dit que c'est elle qui est dans la vidéo. Elle dit non mais tu blagues là. Par la suite, elle reçoit des messages de part et d'autre de toutes ces relations. On dit qu'on te voit dans une vidéo pornographique. Elle dit non, ça ne peut pas être possible, vous rigolez. Et finalement, elle se rend dans la toile et constate qu'un certain nombre de personnes partagent cette vidéo et dit que c'est elle qui est là-bas en action avec Paul Chouta. Elle demande fermement. Paul Chouta aussi. Puisque soit dit en passant, après son image a été jetée en pâture, elle a été par la suite violée. Et elle nous rapporte qu'on lui a dit ça va t'apprendre à te taire. Diffamation par voie électronique et viol contre X. C'est sous ces motifs que la jeune femme et ses avocats décident de saisir la justice camerounaise. Au cours des enquêtes, l'enquêteur décide de convoquer Paul Chouta et sa fille. Vous imaginez, Mirabel a été déshabillée, concomitamment avec la fille en question, qui est dans un sextape avec Chouta, pour qu'on décide finalement que ce n'est pas Mirabel. Jusque-là, il y a deux personnes parmi les mises en cause qui insistent pour dire que c'est elle. Je n'ai pas assisté à la confrontation, ça c'est juste la confrontation. J'étais hors de la ville le 2 septembre. Elle m'envoie un voice. Garol Kesh. Elle me dit, je crois que merde, mes jours sur terre sont finis. Et je dis non, Mirabel, il faut sois forte. Par la suite, elle me dit, merde, j'ai déjà vu pire que ça. J'entends poursuivre ma procédure jusqu'au bout. D'ailleurs, l'échange le 4 septembre 2021 par message WhatsApp entre l'avocat et sa défunte cliente, soit 2 jours avant son décès, échange mis à notre disposition par maître Fabien Keigné, semble attester de la détermination de la jeune dame. Le sort lui en décidera autrement. Lundi, on va donc se retrouver. C'est-à-dire lundi, hier. De Yaoundé, je suis allé à l'ouest. Hier, je suis revenu le temps de faire quelques diligences avant de la recontacter. Son grand frère, qui était presque son dernier soutien, m'appelle vers 13h par là pour me dire que ça ne va pas à Mirabel et à l'hôpital de la Cité des Palmiers. Elle est mal en point, elle est inconsciente, elle a même déféqué sur elle, tout ça. Il ne m'appelle plus, on n'est plus. Je dis, bon, je vais voir ce que je vais faire. Par la suite, c'est moi qui le rappelle pour savoir à quel niveau. Il me dit, mais Mirabel est morte. Donc, elle meurt au moment où j'ai rendez-vous avec elle lundi, alors qu'elle venait de me dire qu'elle est déterminée à mener sa produit jusqu'au bout. Elle décède au moment où les enquêtes sont presque en train d'être bouclées au niveau de la brigade de recherche. Un jour après son décès, les thèses sur les causes probables de sa mort s'affrontent déjà sur les réseaux sociaux, sans pour autant que sa famille ne les atteste. Cependant, après sa mort, il y a mon confrère, M. Chegalé, qui m'a dit des choses extraordinaires qui sont tout aussi dans la toile.
que le 2 septembre, ils sont achetés pas dans la ville où ils ont causé. Elle a dit que certaines personnes ont acheté boire du coca. Par la suite, elle a constaté qu'il y avait des dépôts dans la bouteille et qu'elle avait des douleurs atroces. C'est ce que mon confrère me rapporte. Je crois qu'il a même dû dire aux journalistes, à certains journalistes, et cela peut être vérifié dans la toile. Et sur cette même toile, d'où sont partis tous les malheurs de Mirabel Christelle Lingom, on s'accuse aujourd'hui mutuellement d'avoir causé sa perte. C'est dire que l'affaire a pris une coloration politique, quand d'autres regrettent simplement qu'une jeune fille à la fleur de l'âge en ait payé le plus lourd tribut. D'où repos, Mirabel. Un commentaire? Vous avez suivi cette actualité aussi? C'est très pathétique. C'est pathétique et ennuyeux en même temps. Parce que on se demande quelle est la route que la société emprunte. Aujourd'hui, le phénomène criminel s'est déporté dans des univers immatériels à la faveur de la révolution numérique. Beaucoup de criminels aujourd'hui se cachent derrière les claviers et commettent les actes criminels. Je crois que ça doit interpeller les pouvoirs publics, ça doit interpeller tout le monde dans la société, ça doit provoquer une réaction sociale pour que de tels phénomènes n'aient plus à se répéter. Lorsqu'on s'en tient à ce qui se dit, je ne suis pas dans le dossier, j'aurais la réaction de quelqu'un vers qui se répercute l'écho sonore du dossier. Je dis c'est pathétique, c'est pathétique. D'accord. C'est pathétique. Pour revenir sur vos clients, dans le traitement qu'ils subissent au sein des unités où ils sont détenus, y a-t-il distinction entre les plus connus, les moins connus, les plus anonymes? Je peux par exemple dire, professeur Alain Foguet, qui est bien connu, il est membre du directoire du MRC, Olivier Bibounissac, et les autres moins connus, par exemple. Y a-t-il une différence dans leur traitement? Je veux dire que, est-ce que ceux-là qui les encadrent... Au niveau du traitement carcéral, de l'administration pénitentiaire, absolument. Bon, ils obéissent à un même règlement. Hein. Okay. Ils obéissent, c'est-à-dire tous les prisonniers obéissent à un même règlement. Et je n'ai pas trouvé dans l'une des prisons du Cameroun où mes clients ont été incarcérés un traitement de faveur. D'ailleurs, je dois vous dire que ils subissent des violences chaque fois. Comment ça? J'ai des plaintes que j'ai exercées qui sont en cours d'enquête parce que le détenu a le droit de porter plainte contre l'administration pénitentiaire. Donc j'ai des plaintes en cours que j'ai rédigées à cause des violences. Lorsque un gardien de prison se met à violenter un militant du MRC qui chante, est-ce que vous pensez qu'il y a un traitement de faveur? Non. Lorsque M. Bibounissac Olivier se trouve privé de nourriture parce que la gardienne de prison demande 1000 francs, la nourriture de M. Bibounissac est arrivée jusqu'à la prison. Mais ça ne peut pas lui être transféré parce que la gardienne de prison demande 1000 francs. Est-ce un traitement de faveur? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils bénéficient d'un quelconque traitement de faveur au sein de l'administration pénitentiaire. Et je dois dire, les mêmes choses qui ont prévalu au niveau des enquêtes, des enquêtes judiciaires. Ça continue au sein de l'administration pénitentiaire. Lorsqu'on parle du dossier MRC, c'est-à-dire on appelle un détenu, on dit c'est un détenu MRC, ça appelle beaucoup de dégâts. Et ça suscite aussi également des violences.
des violences, c'est-à-dire des animosités qui ont des origines que personne ne peut savoir. Donc je ne peux pas dire et je ne peux pas affirmer qu'ils ont un traitement de faveur dans les prisons. En fou, je me rends en fou le 23 décembre, je pense le 23 décembre, je trouve que M. Ouébassi est enchaîné. M. Ouébassi est enchaîné. A-t-il subi une décision prononcée par... a-t-il enfreint un règlement et sanctionné conformément au règlement de discipline interne? Le régisseur de prison ne me dit rien. Est-ce que l'État a acheté les chaînes que porte M. Ouébassi? Le régisseur est silencieux. Non. Est-ce que c'est un traitement de faveur? Et quelques mois plus tard, ils sont déportés à Yoko. Déportés à Yoko, nous exigeons la décision administrative parce que le transfèrement d'un détenu condamné, n'est-ce pas, ne peut obéir qu'à un acte pris par le ministre de la Justice. Cet acte n'existe pas. Et jusqu'aujourd'hui, nous apprenons que c'est un coup de tête parce que le chargé de discipline de la prison de Fou était fâché contre les 7, qu'il a pris la décision de les transférer à Yoko. D'accord. Autre reportage, cette fois-ci, au niveau du Conseil constitutionnel, Denis Atangana, vous en avez certainement entendu parler, le président du FDC, un parti politique. J'ai eu à le défendre. D'accord, on en parle juste derrière le reportage, si vous le permettez. Il était donc au niveau du Conseil constitutionnel, cette fois-là, pour dénoncer ou alors interpeller la haute institution judiciaire à se prononcer sur un certain nombre de dirigeants, directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques qui, selon lui, ont déjà dépassé le délai normal, le nombre de mandats pour lesquels ils doivent être à la tête de ces entreprises. Suivez plutôt. Le Conseil constitutionnel juge irrecevable la plainte introduite par l'homme politique Denis Emilien Atangana pour défaut de qualité du plaignant. À l'audience publique de ce mardi 7 septembre, le juge Joseph Owona a expliqué qu'au regard du fonctionnement du Conseil constitutionnel, seul le président de la République, les présidents des chambres hautes et basses du Parlement, un tiers des députés ou des sénateurs, les présidents des exécutifs régionaux dont les régions sont en cause, peuvent saisir le Conseil. Ce que le Conseil constitutionnel a fait aujourd'hui donne l'impression que il est une structure qui est uniquement là pour valider les élections. Or, le Conseil constitutionnel aurait pu créer un précédent, créer une jurisprudence qui pourrait provoquer dans l'avenir l'adoption d'une loi particulière pour élargir le mode de saisine du pouvoir constitutionnel. Le Conseil constitutionnel pourrait s'appuyer sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui dispose dans son article 7 que tout citoyen d'un État membre de l'Union africaine a le droit de saisir une juridiction nationale de son pays du moment où il a intérêt dans une affaire. Donc, le Conseil a donc refusé d'entrer dans l'histoire et voilà, il a empêché que notre débat entre dans le fond. L'action engagée par le Front des démocrates camerounais n'est que le début d'un long feuilleton judiciaire, martèle son président. Parce que dans les faits, au Cameroun, nombreux sont ces présidents des conseils d'administration, directeurs généraux et leurs adjoints qui sont dans l'illégalité depuis la loi de 2017. Nous allons donc poursuivre nos actions, premièrement en attaquant les actes administratifs que ces DG illégaux signent dans les tribunaux administratifs. Nous allons également porter plainte contre chacun individuellement devant le TCS, le tribunal spécial, pour détournement des deniers publics, parce que depuis tout ce qu'ils reçoivent comme salaire, comme indemnité, depuis qu'ils sont tombés dans l'illégalité, c'est des détournements des deniers publics. On ne sait pas en quelle qualité ils prennent cet argent. Donc le peuple camerounais ne peut pas continuer à accepter que des personnes dont les âges sont très avancés, que des personnes qui sont dans l'illégalité continuent de façon à se servir gracieusement et impunément sur le dos du contribuable avec des salaires incroyables. C'est le 25 août dernier que le Front des démocrates camerounais a introduit sa requête auprès du Conseil constitutionnel, invitant la dite institution juridique à sommer le président de la République et les conseils d'administration à mettre fin aux fonctions de 18 directeurs généraux et adjoints des entreprises publiques ayant expiré leur mandat de 9 ans selon la loi du 12 juillet 2017 sur les établissements publics.
Une loi qui dispose que le président de la République nomme les directeurs généraux des sociétés publiques pour un mandat de 3 ans, renouvelable 2 fois. Face à l'actu, ce 12 septembre 2021, maître Hippolyte Méli, avocat au barreau du Cameroun, coordonnateur du collectif dit Sylvain Sop, ces avocats qui défendent désormais 124 militaires et sympathisants du MRC. Il est donc l'invité de ce dimanche. Maître, auriez-vous parié sur cette procédure initiée par Emilien Denis Atangana? Le sort est connu. Le sort était connu et je pense que le président Denis Emilien Atangana est suffisamment outillé et il sait, il le savait. Il savait quelle devait être la décision, quel était le sort voué à sa requête. Et par contre, j'apprécie la démarche qu'il préconise, suivant laquelle il faut saisir les tribunaux administratifs. Il faut poursuivre, aller plus loin, saisir ces tribunaux pour qu'ils procèdent à la désignation des administrateurs provisoires. Parce que la déchéance dans laquelle la société s'installe, l'illégalité, des gens qui n'ont plus les aptitudes nécessaires à poser un acte valable au nom d'une société. Lorsqu'ils le poursuivent, oui, on va voir le TS. Bon, allez-y, excusez-moi. Oui, on va voir le TCS, ça c'est la répression. Oui, en attendant que le TS vide sa saisine, ils vont continuer à poser des actes. Donc, il faut une réaction. Et je pense que si des citoyens regroupés dans des entités politiques commencent déjà à poser des actes pareils, ça veut dire que l'action gouvernementale, l'action de l'exécutif doit subir, comme le disent tous les instruments juridiques internationaux relatifs à l'État démocratique, n'est-ce pas, un contrôle citoyen. Et il faut faire sauter le verrou qui existe dans notre Constitution. Le verrou qui permet à la Cour, au Conseil constitutionnel de réserver les requêtes seulement au président de la République et à certaines autres institutions. Le contrôle citoyen doit devenir effectif dans notre cité. Donc, si M. Méli ne peut pas contrôler l'action de son gouvernement, ou bien il est obligé de s'abriter derrière le président de la République pour le faire, en vertu de quoi je serai détenteur d'une parcelle de la souveraineté? C'est ça la question. Mais dans le fond, puisque vous évoquez le fond, certains évoquent la loi de 2017 qui a reformulé un peu ces dispositifs concernant les mandats, la limitation des mandats de directeurs généraux. Vous dites néanmoins qu'ils sont illégaux, ceux que Emilien Denis Atangana a indexés. Je n'ai pas pris connaissance de sa requête, mais apparemment c'est tout un débat qui a eu lieu tout le long de ces dernières semaines où effectivement des gens dressaient des constats pour signifier que tel a été nommé tel jour et en vertu de ces textes que vous avez cités, la personne ne devrait plus être encore directeur général. Donc si on prend pour hypothèse que cela est exact, ça pose problème. La commission électorale de la Fédération camerounaise de football s'est exprimée cette semaine. Vous le savez, là-bas également, c'est une ambiance électorale qui se vit en vue de l'élection définitive d'un président de la FECAFOOT, parce que suite aux décisions du TAS, un certain nombre de choses avaient été remises en cause. Mais dans cette affaire, une question de nationalité ou de binationalité ou de double nationalité fait écho. La commission a donc opéré une sortie cette semaine dans le cadre d'une conférence de presse. Suivez cet élément. La commission électorale a reçu de nombreuses candidatures au poste de président, vice-président des conseils d'administration, des ligues et des délégués aux assemblées régionales. Des personnes ont manifesté leur intérêt dans tous les départements concernés par le processus. Après examen de ces différents dossiers de candidature, nous avons pu valider certaines et invalider d'autres. La décision irrelative vient d'être publiée. Après cette étape, suivra la convocation des délégués pour la tenue de l'Assemblée générale élective le 24 septembre 2021 dans les chefs-lieux des régions. Je vous prends à témoin. Lors du point de presse précédent, ce point n'avait point été évoqué, à savoir la question de double nationalité. Vous êtes en mesure de revoir, de réentendre tout le speech
qui avait été déroulée. Cette question n'a jamais été abordée. Cette question ne pouvait même pas l'être. Elle ne pouvait même pas être abordée. Pourquoi? Parce que nous étions à l'étape de l'identification des clubs. Uniquement des clubs. Et c'est ce qui a été fait. Il est donc inadmissible que des personnes malveillantes prennent des déclarations faites dans un contexte donné par un membre comme étant une décision rendue par la commission électorale et conclut qu'elle serait en train de manœuvrer pour tel éventuel contre tel autre éventuel candidat. Tout juste pour jeter du discrédit, non seulement sur le processus, mais aussi sur ses membres. Si à chaque fois qu'un processus électoral est lancé, l'impartialité et l'indépendance de toutes les personnes qui interviennent sont remises en cause, qui voudriez-vous venir l'organiser, voir l'organiser? Des étrangers ou des gens venus de Mars? Gilbert Schlick, vous l'avez donc vu, magistrat, il est le président de la commission électorale à la Fédération camerounaise de football. Là-bas également, le débat, peut-être pas forcément sportif, mais sur les questions de nationalité, semble susciter quelques incompréhensions, voire des querelles, sous fond de soupçons de candidature de certaines personnalités qui ne seraient pas forcément, ou alors qui n'auraient pas la nationalité camerounaise. Qu'est-ce que vous en dites? Je dois avouer que je n'ai pas souvenir du contenu des textes de l'Africa Foot. D'accord. Déjà, j'avoue que ce que je peux dire à ce sujet, ça ne peut être que superficiel. Ok. Je dois également avouer que M. Schlick, qui préside cette commission, c'est un juge intègre. C'est un juge qui a toujours déclenché notre admiration. Pas parce qu'il est beau ou parce que quoi que ce soit, c'est parce que c'est un juge qui connaît les règles de sa fonction de juge. D'accord. Et je crois que lorsqu'on l'écoute dans sa déclaration, il ne confirme que ce que personnellement, moi, Maître Méli, je peux penser de lui. C'est un juge qui a fait ses preuves à Douala, à Yaoundé, et je pense qu'actuellement, il continue à faire ses preuves. D'accord. Voilà. Les questions de nationalité, c'est un gros problème dans notre pays. C'est un gros problème dans notre pays qui désormais doit appeler une réponse. Le code de nationalité date de 1961, avec peut-être une modification de 1967 ou 69. Mais ce code qui avait été adopté au lendemain des indépendances ne trouve plus en réalité à s'appliquer dans le présent contexte, dans le contexte contemporain de 2021. Mais il est en vigueur. Il est en vigueur avec des dispositions extrêmement dures pour les citoyens et pour le développement de la nation. Ce code est à revoir, c'est ce que je peux dire. Mais tant qu'il est là, je ne sais pas par quel truchement on va le contourner, mais le code en lui-même ouvre une passerelle à ce que des personnes qui avaient répudié la nationalité camerounaise en adoptant une nationalité étrangère puissent être réintégrées par acte du président de la République. Je pense que ce processus-là peut être utilisé, n'est-ce pas, pour permettre aux concitoyens qui, malgré eux ou contraints ou pour quelque raison que ce soit, ont eu à adopter la nationalité étrangère et que juridiquement on appelle répudiation de nationalité camerounaise. Encore un reportage avant de mettre un terme à cette émission et puis le mot de la fin derrière, pour rendre cet hommage, un dernier, à un homme de culture, un journaliste qui a quitté le monde cette semaine, le monde de la culture, le monde tout court. Amobé Mevagé s'en est donc allé à la suite d'une courte maladie.
Voici ce que nous en disons dans ce reportage. Présentateur depuis 2010 sur France 24 de l'émission culturelle À l'affiche et chroniqueur musical, Amobémé Végué avait également présenté l'émission quotidienne Plan Sud sur RFI de 1995 à 2010 où il était resté très proche des équipes. Il avait aussi collaboré avec TV5 Monde, MCM Africa, France O et fondé la chaîne panafricaine UB News TVOM5. À France 24 comme à RFI, Amobémé Végué, citoyen voyageur des deux continents, a toujours su créer des ponts entre les cultures européennes et africaines. Il était un visage et une voix familiers et appréciés par les téléspectateurs et les auditeurs des chaînes de France Média Monde qui lui rendent hommage sur les antennes depuis cet après-midi, tout comme le reste du monde. Né à Yaoundé, Alain Amobémé Végué arrive en France à l'âge de 3 ans. Il y effectuera toute sa scolarité. Cet ancien élève du Conservatoire libre du cinéma français dont il est sorti diplômé en 1994 après avoir effectué une licence d'études cinématographiques est une figure connue du monde de la culture et du show business de la diaspora africaine de France car il était très impliqué dans les questions de diversité. Ce fils étonne dans la région du centre au Cameroun, né en 1968, qui a renoncé à son prénom Alain, militait pour une plus grande visibilité des Noirs dans les médias français. Fin août, il a séjourné au Cameroun pour assister aux obsèques de sa mère. Aujourd'hui, c'est lui qui rend l'âme. Adieu l'artiste. Peut-être un mot, et puis la question de sortie, vous direz peut-être un mot derrière. Vous avez donc décidé de cette rupture vis-à-vis de la justice ou des juridictions camerounaises. Le président Maurice Kamto du MRC, qui vous a commis comme avocat, en a pris acte. Il a dit que c'est un moment triste pour l'histoire de la justice camerounaise, qui pourra en appeler à des troubles. Vous avez également une réaction à cela? À la déclaration du professeur ou... Du professeur Maurice Kamto, peut-être après un mot sur l'artiste, sur le journaliste culturel. Déjà, revenant à l'artiste, je crois que... Le journaliste, pardon, j'ai fait lapsus. Aux journalistes que nous avons et que nous avons suivis et que nous aimions bien, je dois dire chaque fois que ceux qui exercent le grand art disparaissent, c'est une grosse perte. Absolument. Tous ceux qui aiment leur métier et qui l'exercent passionnément et éloquemment, chaque fois qu'ils rendent l'âme, le monde entier en souffre. Je crois que c'est toute une peine, lourde peine pour nous de trouver que ce jeune journaliste parte à cet âge alors qu'il devrait encadrer la jeune génération pour leur apprendre vraiment le grand art qu'il avait en lui. Donc je pense que c'est une très grande perte. Et pour revenir au propos du professeur Kamto, président du MRC, et qui a reçu le rapport et nous a donné acte, nous lui avons dit, tout juste après sa déclaration, que cela valait la ratification de tout ce que nous avons fait comme avocat pour son compte, pour le compte de ses sympathisants de son parti et de ses militants. Donc, en ce qui concerne ce volet, prestation d'avocat devant les juridictions pour les 124, nous sommes déchargés, nous sommes complètement déchargés. Il y a certainement d'autres aspects du dossier que s'il voudra bien nous confier, nous aurions la possibilité d'apprécier pour voir s'il n'y a pas une clause de conscience qui nous empêche, n'est-ce pas, de le faire. Merci infiniment, Maître Hippolyte Méli, d'être parti de Yaoundé pour honorer ce rendez-vous et davantage expliquer cette situation-là à nos téléspectateurs. Je vous remercie, Monsieur Dipita Tongo. Merci à vous également à la maison d'avoir suivi 90 minutes durant cette autre édition de Face à l'actu. Le format est ainsi désormais arrêté sur 1h30 minutes. Voilà ce que nous avions préparé ce dimanche pour vous en termes de récap de l'actualité et d'analyse et commentaires sous le prisme de notre invité. Demain, c'est lundi. D'avance, bon début de semaine. Bonsoir.